bienvenue à tous. Vous êtes dans le collimateur de l'actualité à suivre sur www.sudglobalradio.com et www.sudglobalradio.net, sur la chaîne YouTube de Kerwin Maïzo, ainsi que sur votre plateforme de lecture de podcast préférée. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à aimer, afin de favoriser un meilleur référencement pour nous. C'est facile, c'est gratuit et cela nous rend un énorme service. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages de soutien et aussi merci pour vos suggestions, cela nous va droit au cœur. Je suis Magloire Mpembi et avec moi dans le collimateur de l'actualité, Kerwin Maïzo, journaliste et analyste politique. Kerwin Maïzo, bonjour. Bonjour Magloire, bonjour à tous. C'est déjà le 8e numéro de collimateur de l'actualité. On a pris du retard de quelques jours par rapport à la production de ce numéro pour des raisons d'ordre logistique. Nous vous présentons nos excuses. Au sommaire de ce 8e numéro, retour sur la tuerie de Buffalo. Le 14 mai dernier, un suprémaciste blanc a ouvert le feu dans un supermarché fréquenté majoritairement par des Noirs, provoquant la mort de 10 d'entre eux et sémant le froid dans la communauté. Comment comprendre ce passage à l'acte? On en parle avec Kerwin Maïzo. Le milieu du terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, est, c'est le cas de le dire, dans le collimateur de critiques pour avoir refusé de porter le maillot de son équipe aux couleurs arc-en-ciel symbolisant la communauté LGBTQ. Pour certains, il aurait manqué à un devoir d'exemplarité et pour d'autres, il a juste exprimé sa liberté de conscience. De quoi Gueye serait-il réellement le nom? On y revient dans cette émission. Au grand vent de la mondialisation, l'exercice du pouvoir en Afrique serait de plus en plus conforme aux normes occidentales, c'est-à-dire de moins en moins clanique et de plus en plus asexué. Ce n'est hélas pas le cas, peut-on lire sur le site de Jeune Afrique sous la plume de François Soudan. Dans cette chronique intitulée Népotisme et démocratie en Afrique, pouvoir sexuellement transmissible, chronique quelque peu confuse qui tire dans tous les sens, l'auteur minimise l'impact de l'impérialisme sur les déboires du continent et pointe du doigt des leaders locaux tout en martelant ça et là qu'ils ont été de bons élèves des coloniaux. On en discute également dans les minutes qui suivent. Encore une fois, bienvenue à tous. C'est l'été, c'est le retour de la belle saison, mais l'actualité, elle, reste triste par moments. Donc c'est avec un sujet triste et douloureux que nous ouvrons cette émission. Nous voulons parler de l'attaque perpétrée par Peyton Gendron, âgé de 18 ans, et attaque qui a eu lieu dans ce supermarché à Buffalo, une ville que tu connais bien, Kerwin Maïzo. Peyton Gendron est un suprémaciste blanc qui a méticuleusement préparé avec son action. Armé et équipé d'un gilet pare-balles, il a ouvert le feu sur les personnes présentes dans le supermarché Tops Friendly Markets autour de 14h30 le samedi 14 mai. 10 personnes de race noire ont perdu la vie au cours de cette attaque, dont une femme de 86 ans et un garde de sécurité, un ex-policier à la retraite qui a tenté de l'abattre. Dans un manifeste, l'auteur de l'attaque avait parlé de ses motivations et exprimé ses opinions politiques. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel déferlement de violence? Kerwin Maïzo? Beaucoup de choses. Au-delà de la santé peut-être mentale de la personne, parce que pour passer à l'acte, tuer comme ça, tuer ce n'est pas un acte anodin. Ça, tout le monde le sait. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de tuer. Et il y a des gens qui sont même capables d'égorger une poule. À plus forte raison, un être humain. Donc, tuer, ce n'est pas anodin. Et quelqu'un qui passe à l'acte, faut dire que généralement, c'est des personnes qui ont un profil psychologique
un peu compliqué. Je n'entrerai pas en profondeur dans ces méandres, vu que je suis en face d'un journaliste qui est aussi professeur de psychiatrie à l'université, donc je n'en rentrerai pas là-dedans. Mais de façon visible, s'il y a un fait que l'on peut épingler, c'est la combinaison de beaucoup de facteurs, dont ce qu'on appelle les suprématismes blancs et un certain discours xénophobe qui circule contre les non-blancs, spécialement les noirs, et un discours qui dit qu'il y aurait un grand remplacement et que les blancs seraient menacés et que les noirs allaient les remplacer. Et si les noirs les remplaçaient, il en sera fini de leur pays, de leur mode de vie, de leur civilisation et de leur existence. Donc pour ces personnes, ils pensent que pour lutter contre ce déclin ou cette mort annoncée, il faut prendre les devants, anticiper et tuer la menace. Or, la menace est symbolisée et remplacée par le noir. Donc, il faut le tuer d'autant plus qu'il est inférieur, il est sans âme, et que sa mort ne choquerait personne, et que ça serait un acte salvatrice. Et si l'on regarde bien ces discours, qu'on appelle discours d'extrême droite, dans des pays développés, il accourt dans beaucoup de pays. Vous savez, en Belgique, l'ex-Vlaam Blok, ce qui est devenu le Vlaam Belang, a pignon sur rue. En France, nous avons des personnes telles que Éric Zemmour et une partie du Front National. Et en Allemagne, nous avons des néo-nazis. On les a aussi aux Pays-Bas. On a les partis d'extrême droite en Grande-Bretagne. Et en Autriche aussi, on a par exemple l'extrême droite. Alors, on peut continuer la liste comme ça. Et aux États-Unis, il y a des mouvements suprématistes qui ont été galvanisés par la présence de Trump au pouvoir parce qu'il semblait se montrer large vis-à-vis de ces mouvements. Donc, tous ces discours ambiants et l'anxiété entretenue par ces discours font que certaines personnes, volontairement ou peut-être psychologiquement fragiles, peuvent passer à l'acte pensant poser un acte d'autodéfense. Or, en réalité, c'est des meurtres de masse. La théorie du grand remplacement, on peut lire sur le site de la BBC, bbc.com, un article publié le 22 mai de la rédaction Monde de BBC. On peut lire ce qui suit sur cette théorie. Je vais citer l'article. Le grand remplacement est le nom donné à un mouvement mondial qui s'est développé rapidement sur Internet et qui croit fermement que les Européens souffrent de ce qu'il appelle le génocide blanc. C'est une réaction des Blancs qui ont le sentiment que le monde évolue dans une direction qui ne leur profite pas, explique Bertha Barbet du groupe de réflexion indépendant Politicon. Dans cette explication qu'on lit sur le site de la BBC, on passe de côté le fait qu'il y a un écrivain français qui a publié un livre et théorisé sur cette notion de grand remplacement. Cet écrivain s'appelle Camus et il a influencé des personnes comme Éric Zemmour, justement. Alors, cette théorie du grand remplacement dans un pays comme les États-Unis, qui est marqué par une certaine violence contre les populations noires, contre les minorités noires, va peut-être trouver un terreau favorable à son exploration. Comment est-ce que les populations noires, justement, pourraient se prémunir face à cette violence? Est-ce que les Noirs devraient aussi s'armer, puisque dans ce pays, c'est quelque chose qui est permis par la loi? Bon, moi, je pense que je suis quelqu'un de non-violent, mais je vais me permettre d'avoir une réponse iconoclaste. Vous savez, deux fois, le feu arrête le feu. Si les Noirs, où qu'ils soient, continuent d'être des victimes, la situation ne va pas s'arrêter. On ne va pas demander à son bourreau, selon son bon vouloir, bon voilà, écoutez,
on m'a assez martyrisé, je demande votre longanimité pour que, bon, voilà, ou votre pitié pour me sortir de cette situation. Nous sommes à la fois, les Noirs, ils sont à la fois victimes d'une violence générale et d'une violence systémique. C'est-à-dire que le système a mis en place une violence qui fonctionne de plusieurs manières. D'abord, au niveau de la télé, on ne montre les Noirs que dans une position inférieure. Lorsque on organise l'accession à certaines compétences, il y a déjà une espèce de présélection, une espèce de discrimination négative, une discrimination tout court, pardon, parce que, bon, positif peut-être, bon, discrimination tout court, qui font que les Noirs n'accèdent pas à certains postes et n'accèdent pas à certaines formations. Sur le plan historique, l'histoire est enseignée d'une certaine manière. Et lorsque, par exemple, les télévisions occidentales vont en Afrique, vous voyez un sujet sur la bourse. Au lieu de montrer les centres-villes d'une capitale africaine, Abidjan, Johannesburg, Nairobi, où il y a des gratte-ciel et tout ça, pour un sujet à caractère économique, aller à la bourse de Lagos, aller à la bourse de Johannesburg, ils vont préférer aller montrer les quartiers le plus mal famés avec des chiens morts. Bon, voilà, on s'est dit, ces gens sont incapables de développer leur propre pays, ben, ils vivent dans la saleté. Or, cette saleté a la marge, parce que jamais on ne va faire un sujet sur les commerces à Paris et aller montrer, par exemple, au bord du périphérique, dans le 18e arrondissement, aller montrer les gens du voyage ou toutes ces personnes qui dorment sous des tentes, dans la boue, dans la saleté. Ça, on ne va pas le faire. Donc, tous ces systèmes qui ont été mis en place a fait passer dans la population, que ce soit les Blancs ou les Noirs, l'idée que le Noir, c'est quelqu'un qui ne s'en sort pas, c'est quelqu'un qui est inférieur, c'est quelqu'un qui mérite peut-être la pitié, c'est quelqu'un qui quémande la pitié. Or, tel n'est pas le cas. Alors, les jours où les Noirs feront avancer les débats déjà sur le plan intellectuel. Déjà, si je dis sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut faire des conférences, il faut écrire des tribunes dans des journaux, il faut éduquer, il faut revendiquer, il faut manifester, il faut créer des chaînes de télé, il faut créer des commissions pour la modification de l'histoire. À côté de toutes ces démarches, ben, il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui vont utiliser la violence. Ça sera violence contre violence. Et quand tout le monde remarquera que la violence ne mène à rien, je pense que les gens se retrouveront autour de la table pour changer les choses, mais dans le respect mutuel. J'en veux pour exemple ce qui s'est passé il y a quelques années au Texas. On avait assassiné des personnes dans les écoles, dont beaucoup de Noirs et des Hispaniques. Quand on a demandé à la police d'agir contre ces phénomènes, la réponse de la police était du genre « non, les lois sont bien faites, bon, il y a quelques dérapages, mais il n'y a rien à faire au fait, circuler, il n'y a rien à voir et puis passez votre chemin ». Mais lorsqu'un sniper a pris une arme, il est monté sur un immeuble, un ancien djihadiste noir, et qu'il s'est mis à assassiner des Blancs en masse, croyez-moi, le Parlement du Texas s'est réuni le même jour, hein, et les lois ont été changées. Remarquez à New York, c'était aussi ces discours laxistes du genre « oui, la police fait bien son travail, circuler, il n'y a rien à voir ». Mais lorsque certaines personnes ont commencé à tuer au hasard des policiers dans les voitures, de telle sorte qu'un policier dans sa voiture, il ne sait pas d'où viendra le danger, on a vu tout ce qu'il y a eu comme progrès, pour que la police new-yorkaise, même si ce n'est pas encore ça, mais bon, ils ont quand même fait un progrès. Après, bon, il y a les mouvements Black Lives Matter. Oui, mais on ne va pas mettre les genoux à terre dans une position de quelqu'un qui est en infériorité, qui supplie et qui dit à son bourreau, ma vie aussi compte. Non, la vie d'un noir compte, mais ce n'est pas à genoux, ni quémander quoi que ce soit qu'on le dira. Votre vie compte, c'est vous le prouvez. Comment vous vous défendez lorsqu'on attente à votre vie? C'est ça la vraie question. La question, c'est pas, bon, on se met à genoux, on supplie le bon vouloir du bourreau, voilà, que le bourreau décide enfin d'accorder les respects à la vie du noir qui vaudrait quelque chose. Donc, d'un côté, réponse iconoclaste, que la violence stoppe la violence. De l'autre, réponse réfléchie, il faut aussi faire avancer d'autres solutions qui passent par l'éducation de la masse
Et ces autres solutions-là aussi sont tout à fait valables. Surtout valables. Il est important de rappeler quand même que si on s'embarque dans une approche très violente, le prix à payer pour une solution qui passerait par la force sera très élevé pour les communautés dans la mesure du possible. Je pense qu'il faut privilégier le plus possible une approche raisonnée, une approche intelligente. Mais voilà, on n'oubliera pas non plus, comme le disait Nelson Mandela, que c'est l'oppresseur qui choisit l'arme du combat en général. Oui, en général, c'est ainsi que j'avais dit que ma réponse était iconoclaste et risquée. Alors, on va rester sur le sujet pour aborder un autre aspect. En fait, en général, que ce soit à Utoya, ça s'était passé il y a quelques années, que ce soit l'attaque qui a eu lieu à Christchurch, si je me rappelle encore, en Nouvelle-Zélande, les personnes qui vont mener ces attaques, ou je pense encore à l'attaque qui a eu lieu à la mosquée de Québec il y a quelques années, les personnes qui mènent ces attaques se revendiquent de propos tenus dans la presse, de propos tenus sur les chaînes de télé par des personnes comme justement Éric Zemmour, Alain Finkielkraut ou Renaud Camus que l'on citait tout à l'heure. Et systématiquement, ces personnes qui théorisent sur ce discours de grand remplacement, sur ce discours raciste, se lavent les mains lorsque leur discours est traduit quelque part en acte par ces terroristes, et disent que eux n'ont jamais demandé à personne d'aller tuer des Noirs ou des musulmans ou des Arabes, alors que quand on les entend parler sur les plateaux, c'est à la guerre qu'ils demandent, c'est la guerre qu'ils demandent dans la société. Ils demandent aux gens de se battre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu à réfléchir sur la meilleure manière, peut-être qu'une réponse judiciaire sur comment mettre ces personnes face à leurs responsabilités lorsque ce genre d'acte se pose, et que ces personnes soient co-accusées ou en tout cas considérées d'une certaine manière comme les auteurs intellectuels de ces actes. Toi qui es juriste, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire dans ce sens-là? Parce que quand on va poser la question à Zemmour ou à Camus sur ce qui s'est passé, alors que lui-même, Gendron, revendique une proximité intellectuelle avec Camus et Zemmour, ils vont dire que nous, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait des attaques de ce type-là. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire dans ce sens-là pour que ces personnes qui tiennent ce discours-là soient mises devant leurs responsabilités et payent le prix de ce que leur discours peut entraîner comme acte macabre dans la société? Le sujet est vraiment ouvert parce que d'un côté, on peut creuser sur la qualification incitation à la haine raciale. Déjà, si on parle de l'incitation à la haine raciale, maintenant il faut trouver le lien de cause à effet entre cette incitation et comment le message a été capté par la personne qui est passée à l'acte. Déjà, la personne qui est passée à l'acte est coupable et condamnable, et c'est lui qui est l'auteur intellectuel de l'acte. Juste, il faut trouver une incrimination qui convienne et qui relie les deux. Pas de façon arbitraire, mais en utilisant toutes les techniques juridiques valables. Parce que, à part confronter ces gens sur le terrain intellectuel, en leur démontrant par l'argumentation qu'ils font fausse route, il faudrait aussi leur faire comprendre que vos propos très déplacés peuvent amener certaines personnes psychologiquement fragiles à passer à l'acte, et que si ces personnes passaient à l'acte, il y a des possibilités juridiques de vous incriminer par rapport à cela pour incitation à la haine tribale ou complicité, je ne sais pas, d'attentat ou complicité d'actes terroristes par rapport à ces éléments. Par exemple, le garçon de Buffalo, on a trouvé que c'est quelqu'un qui lisait du Zemmour et qui buvait ses paroles. Donc, du coup, même si techniquement Zemmour n'est pas parti les chercher en lui disant bon voilà, il y a une menace de grand remplacement passé à l'acte,
mais ce sont des propos qui sont tenus à la télévision, publiquement, qui sont écrits, accessibles à tout le monde. Et ces propos accessibles, lui devrait savoir que dans le monde, il y a des gens faibles qui peuvent récupérer ces propos et les utiliser contre la société. Donc, je pense que le sujet est ouvert, la réflexion peut être menée et le droit nous offre plusieurs techniques pour pouvoir qualifier les faits et incriminer les personnes qui se seraient, disons, qui rentreraient dans cette qualification et qui se seraient rendues coupables voilà, d'un fait délictueux. Mais alors là, il faudrait maintenant que les législateurs puissent mais vraiment rédiger des bonnes lois, bien les affiner, parce qu'il y a un principe à droit qui dit pas d'incrimination, pas de peine. Donc il faut vraiment bien incriminer ces faits. On est aux États-Unis et il y a une sorte d'ironie à entendre un Américain d'ascendance européenne parler des grands remplacements, parce que sur ces territoires, s'il y a des peuples qui peuvent parler de grands remplacements qui auraient été grands remplacés, ce ne sont pas les Européens, ce sont quand même les Premières Nations, les Amérindiens, et c'est quand même bizarre d'entendre quelqu'un qui descend de ceux qui, historiquement et factuellement, ont grand remplacé, se plaindre de grands remplacements, ce qui n'est pas, en tout cas à l'heure actuelle, confirmé par des faits. Il y a une autre dimension de la situation sur laquelle j'aimerais t'entendre, Kerwin, avant de passer au deuxième sujet. Sur le site de globalnews.ca, un article d'Amanda Connolly est intitulé Buffalo Mass Shooting Exposes Blind Spots Over White Terrorism Expert. Donc, dans cet article, en gros, il est dit que le terrorisme blanc se retrouve comme ça dans l'angle mort ou dans la tâche aveugle, de sorte que les services de sécurité ont du mal à voir ce qui se met en place lorsque le terroriste est blanc. L'expert interviewé, il s'appelle Amarnath Amarasingam, dit que si Gendron était noir ou musulman, il aurait probablement été détecté par les services de sécurité pendant qu'il préparait son acte terroriste, d'autant plus qu'il a posté beaucoup de sujets sur des réseaux sociaux, cela aurait été vu. Mais puisque c'est un blanc, et que les services de sécurité ont leurs projecteurs braqués sur des extrémistes issus de minorités, on va citer les populations d'origine africaine ou alors les populations arabes ou musulmanes, ce terrorisme-là passe à la trappe. Qu'est-ce que tu en dis, Kerwin? Je constate que ce qu'il dit est vrai. Et s'il faut d'ailleurs élargir la réflexion, dans cette affaire, on a reproché d'abord les idéologues du grand remplacement. Mais après les idéologues du grand remplacement, il faut reprocher aussi aux chaînes de télévision qui leur donnent la parole. Une belle tribune où une belle tribune, où ils viennent s'exprimer avec la complaisance de certains journalistes, y compris la presse écrite, les radios, en tout cas on leur donne la parole. Ça, c'est déjà quelque chose de pas normal. Ensuite, regardez, parce qu'il n'y a pas que les services de sécurité qui se focalisent sur des populations à humilier, c'est-à-dire les Noirs ou les Arabes. Il n'y a pas que les services de sécurité. Regardez le traitement de cette affaire à la télé. Quelqu'un qui vient tuer des gens en masse, il tue au hasard, c'est violent. Les gens sont terrorisés. Ils se cachent sous les caisses. C'est dans un magasin, dans un supermarché. Les gens sont sous les caisses, derrière les rayons, et on s'est crié de tous les côtés. La définition du terrorisme, c'est quoi? On est terrorisé par quoi? Par un danger dont on ne connaît pas bien la nature, dont on ne sait pas d'où ça vient exactement, de façon imprévisible, brusque, violente. Cette insécurité énorme dans laquelle ça vous plonge. C'est ce qu'on appelle le terrorisme. Alors, il ne parle pas de terrorisme, il parle de fusillade. Oh, la fusillade, c'est généralement lorsque deux groupes se tirent dessus. Mais lorsque quelqu'un tire contre des gens désarmés qui n'ont rien, qui sont venus faire leurs courses, on ne peut pas parler de fusillade. C'est une tuerie, c'est un acte de terrorisme.
Alors, et ils n'ont pas déjà parlé de terrorisme, ils parlent de fusillade. Parce que le mot terrorisme est réservé soit aux Africains, disons aux Afro-descendants, ou aux Africains, ou aux Noirs si vous voulez, ou aux Arabes, ou généralement aux personnes de religion autre que chrétienne, souvent musulmanes. Donc, cette façon de voir les choses fait que même les services de sécurité se disent les Blancs, ils sont intelligents, ils sont éduqués, ils ne sont pas violents, ils sont civilisés, entre guillemets, et il faut concentrer les moyens pour contre, disons, ceux qui ne sont pas civilisés, les sauvages ou les barbares, pour protéger les gens qui sont civilisés, qui doivent absolument garder leur mode de vie. S'il faut caricaturer, c'est ça en fait. D'un côté, il y a les civilisés, qui sont majoritaires, et de l'autre, des barbares, des sauvages, des gens que l'on tolère et qui menacent ceux qui sont civilisés. Et comme ce sont ceux qui se croient civilisés qui ont mis en place les forces de sécurité, bien entendu, quoi de plus normal que ces forces de sécurité puissent se focus sur les barbares qui menaceraient la majorité au lieu de surveiller toute la population, parce qu'au sein de chaque population, on trouve toujours des personnes qui ont des problèmes psychologiques et qui peuvent se montrer violents. Donc, du coup, ils se retrouvent, comme il est dit, dans l'angle mort. Ils sont ni dans les rétroviseurs, ni dans le champ de vision, oui. Et devant les champs de vision avant, ils sont dans l'angle mort et ils ne sont, même si vous tournez la tête, quelqu'un qui est dans l'angle mort, vous ne le verrez même pas. Donc, on ne le voit pas. Mais regardez vraiment les traitements à la télé, ça excède. Ensuite, la deuxième chose que j'ai constatée et qui est déplorable, c'est qu'une fois que c'est arrivé, on voit les politiques venir faire les shows, on voit les gens venir se lamenter et on voit des ONG venir distribuer un peu de nourriture, un peu de médicaments. Mais ces gens n'ont besoin ni de nourriture, ni de médicaments. Bon, bien entendu, les familles éplorées. Pendant un premier temps, c'est peut-être celui qui est mort, c'est celui qui s'occupait de ramener la soupe à la maison. On peut comprendre que les ONG viennent rapidement pour leur donner quelque chose, le temps de voir venir, bon, le temps qu'il y ait les procès, les indemnités. Mais je pense que dans certains pays développés, il y a toujours des fonds d'indemnisation des victimes et on peut déjà, les faits étant avérés qu'ils sont morts suite à cet assassinat, on peut leur faire une petite avance, histoire de voir venir. Au lieu de laisser les ONG s'engouffrer, c'est comme si, bon, ils sont pauvres, on vient encore les tuer, et on voit toute la pitié qui se développe tout autour, et des politiciens qui viennent faire leur show, qui viennent verser des larmes de crocodile. Oh, c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Et ce qui m'étonne, généralement, si c'est un noir, on le tue. Si c'est un blanc, à lui, bon, des fois sans menottes, bon, celui-là, il a eu un peu de menottes, bon, on l'a ramené. Et l'ironie de l'histoire, il va se retrouver en prison après un jugement. Généralement, les jurys, souvent, c'est la majorité blanche. Bon, ils peuvent les condamner ou pas, ou lui trouver des circonstances atténuantes. Et généralement, pour les blancs, c'est souvent qu'ils ont des problèmes psychologiques. Et toutes les chaînes de télé vont trouver des justificatifs. Violés pendant leur enfance, les méchants papas qui prenaient de l'alcool l'avaient martyrisé. Ah ben c'était quelqu'un qui était en rupture de banc par rapport à la société. Il y a toujours des justificatifs. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes orphelins? Est-ce qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes qui ont grandi dans des familles où les papas étaient alcooliques et violents? Est-ce qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes qui étaient en rupture de banc par rapport à la société? Est-ce qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes qui sont schizophrènes, qui sont tout simplement, qui ont des pathologies psychiatriques? Pourquoi, en cas de terrorisme, on ne trouve cela que chez des populations, on dit l'écoderme, je crois. Donc, chez les populations blanches. Les populations caucasiennes. Oui, les populations caucasiennes. Pourquoi pas chez les populations afrodescendantes? Vous voyez déjà tous ces justificatifs, tous ces systèmes qui ont été mis à côté. C'est tellement systémique que c'est tous les systèmes en fait qu'il faut changer. Le traitement de l'info n'est pas vraiment bien dans cette affaire. Nous nous associons bien évidemment à la douleur de toutes les familles qui ont perdu le leur dans cette tuerie et on va formuler le vœu que la justice sera rendue à la satisfaction de
de tous et que le présumé, puisqu'on va encore le désigner comme ça, tant qu'il n'aura pas été condamné formellement par la justice, le présumé auteur de ce massacre paiera le prix qu'il faut à la société pour son crime. On va prendre le deux. J'espère de tout cœur que les magasins Top ne va pas partir de ces quartiers pauvres parce que c'est un quartier qui n'avait même pas de supermarché. Oui, Les gens évidemment. devraient se déplacer, prendre des bus qui sont déjà rares à Buffalo, faire des kilomètres pour aller chercher des courses, au point qu'ils ne se contentaient que des petites supérettes où on vendait de la nourriture généralement de mauvaise qualité parce que c'était des boissons gazeuses et des chips. Oui, Si c'était un quartier Ouais. déshérité, quartier très pauvre de Buffalo et c'est vrai, ça c'est l'autre aspect de la chose qu'il faut Ouais. Il qu'il risque faut de subir la relever. double sanction. Vous perdez déjà Absolument. 10 personnes dans la communauté et vous perdez Le seul magasin qui a accepté, le seul ouais, magasin et qui qui faisait donnait vivre économiquement les quartiers des pauvres. emplois aussi à ces pauvres dans ce quartier, effectivement. Voilà. Oui. Donc, on va prendre le deuxième sujet, c'est l'affaire Idrissa Gana Gueye. Il défrait la chronique. Il lui a été reproché de ne pas avoir participé au match de soutien à la cause LGBTQ. Ça défraye la chronique. Quelle est ta lecture de la situation, Kerwin? Ben, ma lecture de la situation, c'est que euh, je suis dérangé par cette façon de faire et cette indignation à géométrie variable. Autant je n'accepterai pas que l'on puisse violenter quelqu'un, agresser quelqu'un, humilier quelqu'un par rapport à ses orientations sexuelles, parce que la question de l'orientation sexuelle, c'est une question déjà très complexe. Mais nous savons tous que dans ce monde, il y a des hétéros, il y a des homos, il y a des transgenres, il y a beaucoup de choses. Donc, cette affaire d'orientation sexuelle, pour moi déjà, c'est une affaire personnelle et on ne doit absolument pas user de violence envers quelqu'un parce qu'on n'a pas la même orientation sexuelle ou parce qu'on considère qu'il est à la marge par rapport à l'orientation sexuelle générale dans la société. Ça, c'est vraiment à bannir. Je comprends maintenant qu'il revendique les droits. Et le premier droit, c'est tout simplement le droit à la vie et au respect. Le respect de la vie privée. Ça, c'est le premier droit fondamental qu'on doit les reconnaître. Après, je peux comprendre que, en tant que groupe humain qui revendique aussi d'autres droits, c'est-à-dire le droit à l'égalité, ils peuvent revendiquer, par exemple, le droit d'adopter les enfants. Dans certains pays, ils vont réclamer le droit au mariage. Voilà. Ça aussi, je comprends. Mais de là à venir imposer de façon uniforme la vision occidentale de cette affaire au monde entier, le monde entier qui est régi en matière de droits de l'homme par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est incorporée dans la Charte des Nations Unies et dans les constitutions de la plupart des pays du monde, où qu'ils soient. Moi, je pense qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un à embrasser une lutte s'il a la possibilité de s'abstenir pour des raisons de conscience. Sa conscience, par exemple, là, lui ne l'a pas dit. Nous nageons dans des hypothèses. Parce que lui, officiellement, il a expliqué à son entraîneur qu'il ne pouvait pas participer à ces matchs. Et Paris Saint-Germain a communiqué là-dessus, mais sans expliquer exactement pourquoi il n'a pas joué. Donc, ce qui se passe là, je ne dirais pas un procès d'intention, mais on va réfléchir en termes d'hypothèse. On suppose, c'est une hypothèse, que monsieur étant sénégalais et musulman, on suppose que cette lutte va à l'encontre de sa conscience religieuse telle que la Déclaration universelle des droits de l'homme le lui reconnaît, articles 10 et 18. Donc, peut-être pour ces raisons-là, il a jugé bon de ne pas embrasser cette cause. Mais cela ne veut pas dire que c'est quelqu'un, peut-être, qui va commencer à agresser des homosexuels ou c'est quelqu'un qui va encourager d'autres personnes à les agresser. S'il faut réfléchir simplement, c'est
voilà, je respecte votre cause, mais je ne vais pas me mouiller là-dedans, vu ma religion, vu ma culture ou je ne sais quoi, je ne vais pas me mouiller là-dedans. Ça, c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, cette journée internationale de lutte contre l'homophobie a été mise en place sous l'impulsion, euh, je vais dire, appelons ça lobby, hein? Appelons ça lobby. Les lobbies gays qu'on appelle LGBT. Quelqu'un peut être pour cette lutte, mais n'est pas accepté, par exemple, les méthodes de ce groupe de pression LGBT. J'ai mis groupe de pression entre guillemets. LGBT, hein, parce que c'est un mouvement, bon, c'est le genre de mouvement qui n'a pas de siège, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, dans cette hypothèse, si c'était par exemple une organisation X, organisation sénégalaise de défense des personnes homosexuelles, peut-être qu'il aurait adhéré à cette cause. Si c'est cette organisation sénégalaise qui lui présentait les choses d'une certaine façon. Parce que dans certains milieux, et si on regarde dans les réseaux sociaux, certaines personnes, à tort ou à raison, commencent à trouver que c'est des victimes, ça je n'en disconviens pas, mais commencent à trouver que quelques victimes qui le fussent, le mouvement LGBT devient, dans sa façon de revendiquer, devient écrasant, c'est-à-dire intolérant. Il n'y a pas droit à la réflexion, il n'y a rien. Nous sommes victimes de violences, vous vous taisez et vous obéissez. Et on le voit ici à la télévision française. Hein. Tous ceux qui défendent la cause, la plupart, ne laissent pas en placer une. Si vous êtes en face d'eux, les débats, c'est à sens unique. On a vu sur l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, pendant 2 jours de suite, comment ça s'est déroulé. Il y avait des insultes, mais des insultes à la télé. Mais lorsqu'on est revenu pour calmer le jeu, mais ceux qui étaient au plateau là n'ont même pas laissé aux autres le temps de... Il y a un monsieur qui était sur le plateau, il n'a même pas laissé aux autres le temps de parler. C'est devenu une espèce de terrorisme intellectuel. Et ça part d'un postulat selon lequel nous sommes victimes de violence. Donc, du coup, vous vous taisez, vous obéissez parce que nous sommes victimes de violence. Or, la meilleure des choses qu'il ferait, c'est d'être pédagogique. C'est toujours d'expliquer. Voilà d'où nous venons. Comment on devient homosexuel? Comment on devient? On ne devient même pas, on naît, des fois. Il y a des gens qui deviennent, il y a des gens qui naissent. Expliquer aux gens que des fois, ce n'est même pas un choix. C'est quelque chose qui s'est imposé à eux. Expliquer qu'au-delà de cela, c'est des gens qui ont leur place dans la société. C'est des ingénieurs, c'est des médecins, c'est des écrivains, c'est des artistes, c'est des politiques et qu'on a besoin d'eux dans la société. Un politique homosexuel qui va prendre une très belle loi pour, je ne sais pas moi, modifier les programmes scolaires ou mettre en place dans une ville un système de transport très performant, c'est à l'avantage de toute la population. Qu'est-ce que son orientation sexuelle, censée être privée, viendra faire dans ses performances politiques, économiques, sociales, culturelles ou scientifiques? Rien du tout. Moi, je pense que si il s'est montré un peu plus pédagogique, au lieu de donner l'impression d'être intolérant, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'intolérance, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Ensuite, on voit maintenant toutes ces discriminations dont on parle. Lorsque des joueurs de l'équipe de France ont refusé d'embrasser le mouvement Black Lives Matter, ont refusé de mettre genoux à terre, on n'en a pas fait des tonnes. Mais c'est peut-être parce que le lobby noir, il est faible, justement. N'existe pas plutôt. C'est parce qu'il n'existe pas de lobby noir déjà. Bon, aux États-Unis, on a quand même les Black Panthers et puis les Black Caucus. Ben, en France, ouais, il y a quelques mouvements disparates, mais il n'y a pas quelque chose d'efficace. Donc, alors, est-ce que le problème finalement, il faut pas reprocher aux LGBTQ de vouloir imposer leur vision parce qu'ils s'organisent autour de ça, parce que tout est affaire des preuves de force, et se plaindre d'autre part que les gens n'embrassent pas la cause des Noirs à partir du moment où les Noirs ne savent pas s'organiser et imposer leur point de vue dans la société? Mais ça, c'est un constat. Les Noirs ne savent pas s'organiser, donc ils n'imposent pas leur point de vue. Mais les Noirs, lorsqu'ils réfléchissent, ils constatent qu'il y a 2 poids, 2 mesures, il y a indignation en géométrie variable, et que ça aussi, ça devrait changer. Posez-vous la question.
lorsque le Qatar a décidé que pour la Coupe du Monde, pas de drapeau LGBT, si vous venez à l'hôtel ou au Qatar, c'est pour venir regarder les matchs, vous venez pour le football, vous ne venez pas pour des revendications, et dans des hôtels et tout, c'était radical. Et figurez-vous que le Qatar, c'est le propriétaire du Paris Saint-Germain où joue Gana Gueye. Alors, on tombe dessus sur Gana Gueye, le pauvre Sénégalais, on lui tombe dessus, mais lorsque le Qatar a pris une telle décision pour la Coupe du Monde qui concerne le monde entier, bon, c'est juste si les Occidentaux n'ont pas rasé les murs, parce que le Qatar, un petit pays, va mettre les paquets pour organiser une belle Coupe du Monde qui va brasser beaucoup d'argent, alors il ne faut pas frustrer le Qatar. Mais quelle différence? S'il faut reprocher quelque chose à Gana Gueye, je dis bien, encore faut-il qu'on lui reproche des choses. Parce que lui n'a rien dit, il a tout simplement refusé de jouer. Bon, là nous sommes toujours dans les hypothèses. S'il faille reprocher quelque chose à Gana Gueye, à combien plus forte raison on devrait reprocher des choses, par exemple le comportement du Qatar, par exemple. Donc, on ne le fait pas. Alors, on tape sur le faible et constatez par exemple aux États-Unis, Will Smith gifle Chris Cross. Vous avez vu les tollés que ça soulevait. Mais Roman Polanski qui est accusé de viol sur mineurs, à lui on lui donne encore des prix, lui on les reçoit, lui on les défend mordicus. Entre celui qui est accusé, en tout cas où il pèse des lourdes présomptions de détournement de mineurs, de viol sur mineurs, et celui qui a giflé dans un moment de colère, qui a giflé quelqu'un qui pouvait se défendre. Oui, juste pour mémoire. Donc c'était lors de la dernière cérémonie de remise des Oscars, Will Smith a giflé Chris Rock qui faisait office de maître de cérémonie. Oui, effectivement, et on est tombé sur lui. Oui, mais tandis que Roman Polanski ou l'autre réalisateur qui a épousé, je crois, la fille de sa femme qui est mineure en plus. Bon, lui... deux poids, deux mesures. Ben oui, 2 poids 2 mesures. Donc, voilà. Mais si tu veux, c'est un peu aussi l'angle qu'a abordé l'écrivain ivoirien Gauze dans une tribune parue dans Jeune Afrique le 21 mai 2022. Je vais en lire quelques extraits pour comprendre ce point de vue et cet écart-là qu'on observe entre le traitement que subissent certaines personnalités ou certains personnages publics d'origine africaine et les autres par rapport aux mêmes situations. Donc, il écrit ceci, c'est sur le site de Jeune Afrique, c'est accessible, on peut retrouver ça. La chronique s'intitule « Homophobie et football, la ganaguéisation des esprits ». Alors, et il introduit bien, en admettant que l'absence remarquée d'Idrissa Gana Gueye soit due aux couleurs arc-en-ciel, d'autres joueurs avant lui avaient refusé de les arborer sans pour autant susciter de réactions véhémentes. J'ajoute qu'en fait, le joueur ne s'est pas exprimé. Tout ce qui est en train d'être dit se dit sur base des hypothèses. Donc, Gauze écrit ceci. Être noir en Europe, c'est, au moindre écart, continuer à prendre bien plus de coups, même s'ils ne sont plus de fouets que les autres. Les footballeurs noirs, riches, célèbres et surexposés payent le plus visible et médiatique tribut à cet état de racisme rampant. Dans ces mêmes colonnes, j'ai dénoncé l'acharnement contre Kurt Zouma, trop noir pour frapper son chat sans inspirer la marque atavique du bon sauvage. Aujourd'hui, c'est un autre footballeur, Idrissa Gana Gueye, qui est trop noir pour avoir son idée du monde, pourtant exprimer son prosélytisme sans outrance. L'ironie est qu'il est voué aux gémonies par des gens qui, justement, réclament la liberté de choix intime qui ne devrait regarder personne d'autre. Il conclut sa chronique par ce proverbe. Il dit, je voudrais rappeler à tous qu'il est indécent de défendre une cause, aussi légitime soit-elle, en s'essuyant les pieds sur d'autres. Dans leur grande sagesse nègre, les Agnis disent « On ne soigne pas son frère en tuant sa sœur ».
Donc, Gauze aborde aussi la question avec le prisme du racisme et dit simplement, au final, ce que subit le milieu de terrain du PSG, c'est simplement du racisme. C'est comme ça que c'est perçu par la communauté afro-descendante ici en France. C'est comme ça que c'est perçu. C'est juste qu'on lui est tombé dessus, et heureusement pour lui que derrière le Sénégal, c'est un État. La Fédération sénégalaise de football est venue à la rescousse et le président sénégalais l'a défendu publiquement, d'abord sur Twitter et ensuite à la télévision sur e-news, Direct News ou je sais pas moi, ex-ITélé, bon, Direct News, je crois. Il a directement. CNews, voilà, je cherchais les noms. Sur CNews, au micro d'Ovré Pilva, il a clairement défendu en fustigeant l'érocentrisme où tout ce que l'Europe décide est meilleur. De toutes les façons, on connaît leur vocabulaire. Quand cette chose ne plaît pas aux Européens, elle est mauvaise. Lorsqu'il plaît aux Européens, ça devient. Vous savez, avant, on appelait les Africains des sauvages. Hein. Ben, maintenant, quand on construit des maisons comme en Afrique ici en Europe, on dit c'est écologique. On a changé de vocabulaire. Avant, lorsque la drogue faisait des dégâts dans des quartiers noirs, lorsque la drogue faisait des dégâts dans les quartiers noirs, bon, on avait criminalisé la drogue. Mais maintenant qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de Blancs aussi sont dans la drogue, alors pour ne pas envoyer les Blancs en prison, comme ils ont envoyé beaucoup de Noirs aux États-Unis, alors cannabis médical, vous voyez le vocabulaire, comment ça arrive, comment ils commencent un peu à embellir la chose. Comme ça, bon, on va légaliser la consommation et on n'enverra pas des Blancs en prison comme on l'a fait avec les Noirs. Toujours, il faut trouver, si c'est un Noir ou un Arabe, c'est un terroriste. Si c'est un Blanc, c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. C'est toujours terroriste, problème. Il y a eu Breivik, Anders Breivik en Norvège, dans l'île d'Atoya. Combien de gens il a tué? Lui, on l'appelait militant d'extrême droite. Comme s'il n'y a pas de Noirs qui sont militants d'une certaine extrême droite dans leur tête. Hein? Bon, donc un terroriste pareil, Breivik, on l'appelle militant d'extrême droite. Et si c'était un Noir, il ne serait pas militant d'extrême droite, il serait terroriste. Et remarquez dans tous les journaux comment Gay est noirci. Regardez, si c'est une télévision africaine, où sa photo, dans un journal africain, c'est une photo normale. Si c'est une photo à la télévision occidentale ou dans un journal occidental, c'est une photo excessivement noircie, avec des traits pas clairs, c'est des traits qui font peur en fait. Et même moi qui suis noir, lorsque je regarde, j'ai dit, il y a un truc qui cloche avec la photo. Alors, je n'ai pas fait attention à ça. Je vais faire l'effort de regarder un peu ce qui a été publié et on y reviendra si effectivement ça se confirme. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient maintenant là que vous êtes dans le collimateur de l'actualité avec Kerwin Maïzo et Magloire Mpembi et pour ce 8e numéro, nous avions au sommaire la tuerie de Buffalo, l'affaire Idrissa Gana Gueye dont nous venons de parler, et on va prendre un 3e sujet. Là, on s'appuie sur un article publié par François Soudan et qui s'intitule, c'est toujours dans Jeune Afrique, népotisme et démocratie en Afrique, pouvoir sexuellement transmissible, et c'est sous la plume de François Soudan. Donc on va terminer avec l'affaire Idrissa Gana Gueye. Je rappelle que le joueur ne s'est pas exprimé à ma connaissance publiquement. Il a juste convenu avec les dirigeants de son club de ne pas participer à ce match, et à partir de là on en a déduit que c'était pour ne pas soutenir la cause LGBTQ. Ouais. Et il a même été taxé d'homophobe. Bon, l'homophobie suppose qu'on ait posé des actes. Jusqu'à preuve du contraire, Idrissa Gana Gueye n'est pas connu pour avoir ni tenu des propos homophobes, ni avoir posé des actes dans ce sens-là. Si ça arrivait, on n'aura pas de problème à le lui reprocher. Mais là, on a quand même le sentiment d'être dans un procès d'intention ou carrément dans un procès pour sorcellerie. Ah ben,
C'est effectivement comme ça se cela, parce passait que dans le son Moyen frère, il Âge. n'a jamais fait une quelconque déclaration. Voilà, donc c'est la presse qui lui a collé une étiquette et l'affaire a pris une tournure quand même bizarre et sur le plan verbal, ça devient très violent. Alors, on va voir comment tout ça va évoluer. Kevin Maïzo, notre attention a été attirée par cette chronique de François Soudan dans Jeune Afrique. On l'a lu et j'avoue que moi j'ai eu du mal à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir. Mais bon, je vais lire quelques extraits et puis tu l'as lu aussi. Je vais avoir ton avis là-dessus. Il écrit ceci: l'Afrique des idées reçues regorge d'aphorismes auxquels il convient de tordre le cou. Qu'il soit le produit de libations coloniales ou de dictons apocryphes, aucun ne correspond vraiment à la réalité, mais tous ont valeur de sentence auprès de ceux, politiciens, journalistes, développeurs, entre guillemets, qui, une fois qu'ils les ont énoncés, croient avoir tout expliqué. Donc ça commence très bien. Ainsi, en va-t-il du célébrissime, il ne peut y avoir deux crocodiles mâles dans le même marigot, répété ad nauseam pour signifier que, dans la culture africaine, il ne saurait y avoir d'autre pouvoir que le pouvoir d'un seul, et cela depuis la nuit des temps. Problème, rien n'est plus faux. Les sociétés et les royaumes précoloniaux abondaient en contre-pouvoirs, conseils de notables et assemblées consultatives diverses, au point parfois, notamment en Afrique centrale, de friser la céphalie. Donc ça c'est le début de l'article. En gros, François Soudan, j'essaie de résumer le plus, dit qu'il y a des idées reçues sur l'Afrique qu'on imputerait à l'âme africaine, alors que quand on regarde de plus près, ce ne sont pas des idées typiquement africaines, mais bien des idées qui ont été apportées ou imposées par la colonisation. Mais en même temps, il va aussi dire que ce qui se passe en Afrique n'est pas dû à l'action coloniale. En tout cas, l'action coloniale en Afrique a été éphémère, tellement éphémère qu'elle ne saurait expliquer les déboires que nous vivons, et qu'au finalement, ce sont les Africains qui sont responsables de l'état lamentable du continent. Alors, moi, je voudrais dire une chose. Je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a comme ça dans cette analyse de François Soudan quelque chose qu'il omet facilement, c'est être dans le postulat selon lequel pour qu'une action ait un effet sur une société, il faut qu'il ait duré longtemps. Je pense que on n'a pas besoin de durer longtemps pour que des effets restent longtemps. On va prendre un exemple, mutatis mutandis. Jésus-Christ aurait vécu sur terre pendant 33 ans, il aurait prêché pendant 3 ans. C'est très éphémère quand on voit l'histoire de l'humanité, mais l'impact de ce passage-là est encore présent jusqu'aujourd'hui. En tout cas pour les chrétiens. Donc on n'a pas forcément besoin de rester longtemps physiquement pour qu'on voit l'impression. Et aussi, deuxième constat de ma part en tout cas, c'est de penser que la colonisation s'est arrêtée le jour de l'indépendance en 1960 et que donc à partir de ce moment-là, on va dire que la colonisation est terminée, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, alors qu'en réalité, quand on regarde de plus près, la colonisation n'est pas terminée. Le livre est publié en 2010 chez Philippe Ray sous la direction de Marcel Zebelinga, 50 ans d'indépendance africaine avec plusieurs chercheurs, montre que la colonisation ne s'est pas arrêtée le jour de l'indépendance, mais qu'elle a souvent continué avec d'autres acteurs. On a parlé de post-colonie. Toi, tu as lu cette chronique qui nous a intéressés. Je ne sais pas quelle est ta lecture à toi par rapport aux propos de François Soudan. En tout cas, j'invite nos auditeurs à aller lire aussi, à se faire une idée. Bon, je partirai de considérations générales. Jeune Afrique, on sait dans quelles conditions ce journal est né. Au-delà de la qualité, de la grande qualité des journalistes qui s'y trouvent,
il y a cette affaire de gens qui mettent leur intelligence au service de certains intérêts. Et généralement, les intérêts de Jeune Afrique sont dichotomiques avec les intérêts des populations africaines qu'ils sont censés servir. C'est souvent un journal qui a été proche de certains milieux français. Et à une époque, on a même soupçonné Jeune Afrique d'avoir appartenu à des réseaux focaux. Bon, voilà. Donc, au-delà de cela, c'est toujours des fois des ambiguïtés, des fois soutenir certaines causes peu amènes, de temps en temps, et des fois avoir des propos qui étonnent. Bon, on ne va pas leur faire un procès d'intention, on va constater par rapport à l'article. Bon, il a lu un ouvrage. Oui, un ouvrage de l'énergie de l'État de Jean-François Béard aux éditions La Découverte. C'est parti de cet ouvrage-là. Oui. Donc c'est parti de cela et il a tiré des conclusions, je vais dire un peu hâtives, même si la première partie en disant que tout n'est pas imputable à la colonisation, mais l'interprétation qu'il fait de certains comportements, c'est des raccourcis. Bon, un dictateur qui s'installe, c'est une personne égoïste qui s'installe, qu'on a installé à des services secrets occidentaux, généralement britanniques, français, belges ou américains. On l'installe, on lui dit tu restes le plus longtemps possible. La personne qui vivait d'une certaine façon se retrouve dans l'opulence. Donc on le met dans l'opulence. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un comportement que tout être humain aurait lorsqu'il a les leviers du pouvoir. Il va se montrer égoïste. Et en Afrique, ça s'est traduit à part, on ne peut pas mettre des crocodiles dans un marigot. Tout comme, je ne sais pas moi, dans la toundra russe, on dira que, bon, voilà, on ne peut pas mettre peut-être 2 ours, je ne sais pas moi, dans une cage. Ils vont trouver quelque chose qui a une connotation locale à cette expression. De là à le dire pour l'Africain, bon, voilà. Quand il prend par exemple cette affaire-là de le bouc ne broute que par rapport à la longueur de la corde, disons, il faut voir la taille du pâturage, ça aussi on peut le traduire un peu partout ailleurs. Parce que nous, les parents, nous le disaient pas dans le sens que tu broutes là où tu es. C'est dans le sens, n'allez pas chercher loin, n'allez pas chercher l'inconnu, mais cherchez quelque chose de connu dans votre entourage. Souvent, c'était, par exemple, lorsque quelqu'un cherche une femme, bon, on va lui dire, écoute, au lieu d'aller chercher ce qu'on appelle par exemple au Congo maï et koufé lambois, d'aller boire l'eau dans un marigot ou traîner un cadavre de chien, il serait préférable que vous puissiez draguer dans les quartiers parce qu'au moins la fille ou le garçon que vous allez épouser, il est traçable, il est un peu connu, vous le voyez. Mais non, lui, même sur le plan politique, l'interprétation qu'il en a fait, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Mais après, dire que certains membres de la famille vont dénoncer leurs frères parce qu'ils bouffent seuls. Non, généralement, lorsqu'ils bouffent seuls, on ne les dénonce pas. On les critique en interne, on ne les dénonce pas en se disant, même s'ils ne bouffent pas avec nous, mais pourvu qu'ils soient là, sa présence, c'est rassurant. Parce qu'avec les autres, ça risque d'être pire. Alors, de là, aller affirmer qu'ils sont prêts même à aller dénoncer leurs frères, bon, moi je trouve ça un peu, bon voilà. Après, lorsqu'ils parlent de transmission sexuelle du pouvoir, moi j'aurais préféré le terme héréditaire. Parce que, bon, lorsque le fils remplace le père, c'est héréditaire. Mais c'est vrai. C'est un peu le cas de l'Argentine où mais c'est vrai. Le pouvoir à sa femme. C'est intéressant que tu attires l'attention sur le terme parce que quand Bush succède à son père, on parlera plutôt d'hérédité quand il s'agit justement des Occidentaux, mais quand il s'agit de l'Afrique, on va parler de transmission sexuelle, avec comme ça en arrière-plan une idée de... Enfin, peut-être que je le fais un procès d'intention, mais parler de transmission sexuelle et de transmission héréditaire, dans l'hérédité, on sent une certaine civilité ou civilisation, alors qu'en disant transmission sexuelle, ça reste un peu sauvage, un peu primaire, un peu bon. Mais voilà, cette chronique. Par contre, en Argentine, avec les Kirchner, où le pouvoir est passé de l'homme à la femme, bon, là, on n'a pas parlé, même si là-bas aussi, les termes n'est pas les termes qui conviennent. Là, il n'a pas parlé de transmission, en tout cas. Je ne sais pas si dans Jeune Afrique, hein, mais je n'ai jamais vu, je suis abonné, je lis Jeune Afrique. Ça peut m'échapper, mais je n'ai jamais entendu, par exemple, évoquer une transmission sexuelle du pouvoir. Après, l'homme au pouvoir, que ce soit en Occident
où en Afrique, il y a quand même un comportement sexuel qu'induit justement le pouvoir, parce qu'on dit par exemple que les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir et les hommes de pouvoir ont, à cause de la pression qu'ils subissent, ils ont... Le pouvoir serait très aphrodisiaque. Voilà. Le très aphrodisiaque, ouais. Là, c'est un autre débat, mais au niveau de la transmission du pouvoir, je pense que le terme est déplacé et plus fort. Dans un pays d'Afrique, on parle d'un terme à la mode de comportement libidineux, mais on n'ira pas sur ce terrain-là. Donc voilà, François Soudan reste quand même un journaliste qui a couvert l'Afrique pendant de nombreuses années, donc c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. En gros, on salue son travail. Dans cette chronique, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui me semblent intéressantes. Il y en a par contre j'ai parfois l'impression qu'il, peut-être aussi dans sa position, il est un peu en roue libre, alors il laisse un peu... J'ai eu l'impression en tout cas qu'il a laissé couler sa plume comme ça venait, avec des affirmations qui peuvent être discutables. Mais j'invite les gens à aller lire la chronique et à se faire une idée par eux-mêmes. Nous arrivons à la fin de ce 8e numéro du Collimateur de l'actualité. Un mot de la fin, Kerwin Maïzo. François Soudan reste un grand journaliste, quelle que soit la critique qu'on peut porter à ce qu'il écrit. On ne va pas aussi gommer le fait que ce soit un grand journaliste. Bon, moi, c'est juste une info comme ça, je vais dire un peu à la fin. Depuis un certain temps, il y a eu un certain nombre de procès contre des personnes qui ont réfléchi ou qui ont tenu des propos par rapport à ce qu'on appelle dans la presse génocide des Tutsis, mais que moi j'appelle génocide rwandais, parce qu'on a tué 2 Rwandais. C'est un crime contre l'humanité et cela concerne toute l'humanité. Alors cette semaine, il faut souligner certains faits. Hubert Védrine a gagné son procès contre Bertrand Ancel, le colonel de l'armée française, qui a fait des affirmations sur le rôle de l'armée française lors de l'opération turquoise par rapport au génocide rwandais. Et il a accusé Hubert Védrine et Mitterrand d'avoir été à la base d'un certain nombre de choses. Et on lui avait donné une grande tribune, il est passé dans beaucoup de radios, il était devenu le chouchou de certains médias français. Mais lorsqu'on l'a condamné à payer 2 000 € pour diffamation, donc du coup toute la version qu'il a donnée s'avère fausse, hein, on l'a condamné. En tout cas, moi je suis un gros consommateur d'informations, je ne l'ai entendu que sur Radio France Internationale. Tous les autres médias qui avaient donné une tribune au colonel Ancel, bon, je ne le vois pas revenir pour déjà démontrer qu'il a été condamné pour diffamation. Et comme il a diffamé Hubert Védrine, toute la thèse qu'il a développée, cette thèse-là tombe dans l'eau. Et ça ne s'arrête pas là. Ce soir encore, dans le Figaro, c'est Natacha Polony, qui est journaliste très connue à CNews, qui a participé à l'émission On n'est pas couché de France 2, qui a été, en tout cas c'est une de grandes journalistes et une de grandes intellectuelles sur la place de Paris. Elle aussi avait été accusée de négationnisme par rapport au génocide rwandais. Ce soir, c'est dans le Figaro. En tout cas, la décision est sortie. Elle a été blanchie de toutes les accusations. Donc, autrement dit, les propos qu'elle a tenus sont validés par la justice. Maintenant, on surveille l'affaire Deborah Kayembe, rectrice de l'université de Dimbourg, d'origine congolaise, contre les associations rwandaises et contre l'université de Dimbourg, parce que Deborah Kayembe a écrit dans sa tribune contre la réinstallation des immigrants illégaux en Grande-Bretagne vers le Rwanda, a écrit que Kagame a encaissé le génocide rwandais, donc du coup on ne pouvait pas... Voilà. Et ça lui a valu les foudres. L'université a écrit intéressant de se désolidariser d'elle, de l'enfoncer entre guillemets. Et là, la dame a déposé plainte. On surveille aussi cette plainte pour voir ce que ça donnera. Et Charles Onana, qui a écrit par exemple beaucoup d'ouvrages à ce sujet, dont notamment La vérité sur l'opération turquoise, lui fait l'objet aussi d'une plainte de l'association Survie. Il y a une pétition en ligne pour qu'on arrête avec des procès bâillons, des harcèlements judiciaires, pour faire taire des personnes qui remettent en cause
la doxa officielle par rapport au génocide rwandais. Et là, maintenant, on va surveiller l'affaire Deborah Kayembe à Édimbourg, donc en Écosse, et l'affaire Charles Onana, ici en France. Et d'autant plus que les deux autres affaires que j'ai citées, Hubert Védrine et Natacha Polony, les deux ont gagné. Je peux ajouter encore que BBC a perdu contre Charles Matan, toujours dans la même optique. Donc ça fait 3 procès de perdus. Maintenant, on va surveiller les 2 autres procès qui restent. Petit à petit, la vérité sur ces génocides commence à apparaître et la version officielle commence petit à petit à être battue en brèche. Mais quoi que nous disions, je réaffirme qu'il y a eu un génocide et qu'un génocide est un crime contre l'humanité et que je fais partie de l'humanité. Et lorsqu'on tue un groupe humain, c'est mon humanité que l'on tue et ce génocide n'arrêtera pas de m'attrister. Mais nous n'acceptons pas aussi les mensonges que certains coupables puissent passer comme des victimes. En tout cas, cette vérité finira par triompher et on saura quels sont les véritables auteurs, ou tous les auteurs d'ailleurs, de ces génocides et qu'ils seront sévèrement punis. Nous aurons certainement l'occasion de consacrer un numéro du collimateur à cette actualité et à la question de cette lecture univoque qu'on veut faire de cette partie de l'histoire qui se fait toujours en présentant les actuels dirigeants du Rwanda comme étant les anges gardiens ou les saints qui ont sauvé, alors que la réalité est certainement plus complexe que cela. Merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était donc le 8e numéro du collimateur de l'actualité, à retrouver sur www.sudglobalradio.com et www.sudglobalradio.net, à retrouver également sur le site YouTube de Kerwin Maïzo, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts que vous connaissez. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité, merci de vos suggestions, de vos remarques. Nous sommes sensibles à cela et merci de partager et de nous faire connaître. On se retrouve dans 2 semaines, Kerwin Maïzo. Merci dans 2 semaines et merci à tous ceux qui nous suivent et qui commentent sur ma chaîne YouTube. Merci à vous. Nous vous disons donc au revoir et à bientôt. Au revoir.